Donc nous sommes à la fois honorés, flattés, passionnés par ce que vous allez nous dire sur ce qui se passe en ce moment. La Banque Centrale Européenne, au moment où nous parlons, nous dit moins 8,7% pour la zone euro en 2020, plus 5,2 en 2021, plus 3,3 en 2022, ce qui fait qu'au total, on n'a pas encore rattrapé le niveau de 2019 en 2022. Au total, en 2020, la Banque de France nous dit environ moins 10%, plus 7% en 2021, plus 4% en 2022. Donc on retrouve, disons, à peu près de quoi compenser la chute de 2020 dans les années 2021-2022. Lorsqu'on regarde les marchés financiers, il semble qu'ils ne tiennent pas compte de ce que je viens de dire. Ce qui est évidemment extrêmement paradoxal, mais peut s'expliquer, et vous l'avez dit Pierre, parce que des mesures incroyablement puissantes ont été prises à la fois par les banques centrales et par les gouvernements. La Banque Centrale Européenne elle-même a pris un certain nombre de décisions que vous connaissez, qui sont publiques. On donne de la liquidité sans aucune limite, aider au maximum le refinancement des banques commerciales pour financer l'ensemble de l'économie de la zone euro. Et là, on les refinance maintenant à moins 1%. On a une banque centrale qui s'est engagée dans des opérations d'intervention sur les marchés de manière ultra flexible avec le fameux programme pandémique et pour un premier montant de 750 milliards d'euros, comme vous vous en souvenez. Puis on vient d'ajouter la semaine dernière 600 milliards. Ça permet à la Banque centrale de faire en sorte que la politique monétaire et les décisions de politique monétaire soient bien transmises à l'ensemble des pays de la zone euro, sans que se créent des spreads entre les différents pays. J'ai essayé de visualiser ce que donnait en Europe la totalité des décisions de principe prises par les différents pays. Et ce qu'elle s'apprête à faire, ce serait éventuellement 750 milliards d'euros en deux paquets, un paquet de 500 et un paquet de 250. Ça, c'est la proposition de la Commission européenne qui fait suite à la proposition franco-allemande. Mais lorsqu'on additionne les différentes nations, on peut arriver à quelque chose comme 2,6 trillions. Le redressement va peut-être être plus en V qu'en L ou en U, donc on dépensera peut-être nettement moins d'argent, un peu comme dans la crise que j'ai vécu moi-même, où on avait le sentiment de prendre des risques absolument colossaux et où finalement on a gagné de l'argent. Quand on contre-spécule et qu'on gagne la contre-spéculation, on gagne de l'argent. Il faut nuancer un petit peu ces chiffres gigantesques que je viens de mentionner, mais enfin, bon, ils sont là et ce sont eux qui expliquent la situation dans laquelle nous nous trouvons sur le plan, en tout cas des marchés financiers. Donc, comment va-t-on digérer tout ça? Ou bien on a de l'inflation élevée. Ce n'est pas une solution que l'on peut souhaiter. Deuxième solution, le défaut généralisé, défaut de paiement généralisé. On a connu un dépôt de bilan récent, celui de la Grèce. Ce sont des traumatismes effrayants. Et donc, ce n'est pas une bonne solution. Alors, la bonne solution, ce serait, tenez-vous bien, qu'on se mette à gérer beaucoup mieux nos finances publiques. On arrive à maintenir pendant une assez longue période des taux d'intérêt nominaux extrêmement bas et une inflation pas aussi basse que celle qu'on a observée au cours des 10 dernières années. Dans l'ensemble des grands pays avancés, la stabilité des prix, c'est censé être 2%, pas moins et pas plus, dans une perspective de moyen-long terme. Et ça va être encore plus difficile après la pandémie actuelle, à arriver à être en ligne, disons, avec cet objectif, cette définition de la stabilité des prix. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi, depuis 10-15 ans, l'ensemble des pays avancés constatent une baisse assez spectaculaire de la croissance des progrès de productivité? Nous avons une économie réelle qui est dans une marche différente de celle qu'elle avait auparavant. Deuxième observation, les taux d'intérêt réels d'équilibre sont beaucoup plus bas. Troisième observation, dans tous les pays avancés sans exception, l'inflation est anormalement basse. Conclusion un tout petit peu optimiste. On peut penser que ceci n'est pas éternel. Je pense qu'à terme,
nous allons avoir à nouveau une période de progrès de productivité relativement élevée. Ça, c'est un premier point qui devrait faire en sorte que la stagnation séculaire ne soit pas la règle pour toute la période d'avenir. La simple mémoire des périodes que nous avons vécues à certains moments me conduit à penser qu'il est quand même peu vraisemblable qu'on puisse être éternellement dans cette situation misérable. Tout ça conduit certainement à une moindre intensification, disons, de la globalisation telle que nous l'avons connue, ce qui jouera un rôle dans la reconstruction d'un certain niveau d'inflation plus convenable. Et puis on arrive bien au terme d'une période où le bargaining power du labor a été réellement complètement laminé. On ne peut pas penser qu'il y aura éternellement cette misérable augmentation nominale des coûts unitaires de production dans la quasi-totalité des économies avancées.